Alors, bonjour, me voici, présence presque réelle. Je voudrais vous présenter aussi ma collègue, Madame Linda Connell, qui va prendre les questions et qui va me les dire. J'ai déjà une question concernant la disponibilité et de la vidéo et du PowerPoint que je vais amorcer avec vous. Quelques diapositives concernant un petit peu ce que la recherche, cette vision humaine-là, plus ça va, plus la recherche est en train de la confirmer, je dirais. Alors, Linda, vous pouvez m'interrompre à tout moment parce que c'est une petite section qui est réservée à prendre et à répondre aux questions. Alors, vous avez des... Marie-Alexandre, Oui, 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 jusqu'à déjà. maintenant, tu as des très bons commentaires. Wow et re-wow, j'adore. Enfin, on parle de l'AFP. Et puis, c'était juste le lien là, pour la présentation. C'est ça que tu as eu comme question. D'accord. Donc, présentation sera sur la chaîne YouTube du ministère et je vais envoyer le PowerPoint tout de suite après la présentation en fin de journée pour que vous puissiez, tout le monde, y avoir accès. Je suis bien sûr Marie-Alexandre, professeure à l'Université du Québec à Rimouski, en formation à distance depuis près d'une dizaine d'années. Juste petite anecdote, j'ai une première formation en éducation physique, donc la présence pour moi et le dynamisme, ça faisait partie de mon ADN, mais voyez-vous, cet ADN-là s'est transformé dans une autre modalité. Alors, qui suis-je? Je suis aussi une didacticienne. Donc, ça veut dire que le contenu à enseigner a pour moi une place privilégiée dans l'enseignement et dans l'apprentissage et dans ce qu'on appelle le triangle didactique, bien sûr, élèves, enseignants et savoir. Je suis aussi cofondatrice avec un collègue d'un laboratoire de recherche sur la modélisation du savoir enseigné en formation à distance à l'université et nos actes de recherche sont maintenant parmi ceux du nouvel observatoire en éducation fondé en 2020. J'ai un petit plan de présentation qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais j'ai quand même en introduction une petite histoire d'enseignante parmi tant d'autres, une présence à distance en fonction d'une expérience éducative réussie et j'aimerais bien aller me rendre jusqu'au type de présence qui assure le maintien d'une relation significative. Je ne pense pas avoir le temps d'aller plus loin que ça. Victor est un enseignant. Il prend connaissance des commentaires de ses élèves. Voici ce qu'on lui dit. J'apprécie vraiment les commentaires, les rétroactions. L'enseignant a su créer des liens, maintenir la confiance, disponible, à notre écoute, soucieux de notre réussite. Je ne vous les dis pas tous. Ce cours n'aurait pas été aussi dynamique et intéressant sans son apport au questionnement. J'aimerais souligner la rapidité de ses réponses. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Sauf que les défis de Victor, très heureux, il se remémore qu'en début de session, ce qu'il avait à faire, transformer un cours dispensé en présentiel en formation à distance, maintenir une relation significative avec les élèves, tout en concevant un environnement numérique d'apprentissage. En fait, c'est cette présence à distance dont il sera question qui a fait une expérience éducative réussie. Ce qu'en dit la recherche. Intéressant parce que depuis peut-être près d'une dizaine d'années, la recherche est très active sur les nouveaux modes de formation, dont la formation à distance, qui est une fragmentation, dissociation entre l'espace et le temps dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Linda, en passant, tu peux m'interrompre quand tu veux. Hein, parce que, Parfait. Bien, alors, j'ai déjà une oui, question aussi. vas-y. On dit, on veut avoir plus d'informations sur la pensée enseignante. Quelles sont les questions pour une enseignante à se poser pour créer une réelle présence à distance? Fait que ça, c'est une première question, puis j'en ai une autre après. Peut-être que tu peux répondre à celle-là. Oui, celle-là, là, merci de me poser cette question qui n'est pas du tout dans ce que j'avais préparé aujourd'hui, mais qui est au cœur de mon questionnement dans mes études de deuxième et de troisième cycle. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'un enseignant fait que personne d'autre, humainement parlant, peut faire? C'est pourquoi qu'on a créé ça? Pourquoi que ça existe? Parce que ça transforme un contenu pour le faire apprendre. Et j'ai travaillé le concept d'un chercheur qui s'appelle Schulman qui disait, il y a une espèce de savoir, lui en 1980, il disait, vous savez là, il y a une espèce d'amalgame qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est composé du savoir sur le contenu puis du savoir sur la pédagogie.
Et là, moi, j'ai fait, oh là là, ça m'intéresse. Et c'est ça que j'ai fouillé. J'en ai fait un processus didactique. Et dans les questions, je vous dirais 4 grandes phases. Euh, on, quand je suis une enseignante, quand j'enseigne, j'interroge mon contenu, je l'interprète. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Qu'est-ce qu'il y a de facile? À quoi ça sert? Une deuxième chose, je vais le représenter. Je vais y aller, je vais vous donner juste le squelette. Là. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est tout le processus didactique. Dans les références à la fin, vous verrez que ceux qui sont intéressés plus à qu'est-ce que c'est le processus didactique, quelles sont les phases, quelles sont les activités clés, quelles sont les actions, les références vont vous amener vers des articles que j'ai publiés là-dessus. La deuxième chose, c'est comment je vais représenter ce contenu-là. Quel genre de savoir, quel genre de type de savoir c'est et comment je vais représenter. Et là, je vais faire un lien avec la formation à distance. J'ai assisté à plusieurs formations ce matin et j'entendais beaucoup parler d'outils numériques, de nouvelles applications. Ça fait partie du processus didactique dans la représentation, la transformation de ma matière, de mon contenu enseigné. Ensuite, parlons de concevoir notre environnement d'apprentissage. Je me pose la question, comment est-ce que je veux que mon environnement d'apprentissage ressemble? Est-ce que je veux une co-collaboration? Est-ce que je veux, parce que j'ai une nouvelle terminologie, je voudrais qu'ils m'écoutent d'abord. Ensuite, on va s'approprier un langage commun. Ensuite, je vais faire comme un séminaire où je vais faire... Et ensuite, les stratégies d'enseignement. Moi, les stratégies d'enseignement, je trouve que c'est une configuration. C'est comme des molécules. Je prends toutes sortes de petits atomes, là, puis je mets ça tout ensemble. Fait que j'en ai plusieurs dans une rencontre avec mes élèves. Et surtout, mais pas surtout, mais aussi s'adapter aux caractéristiques des étudiants. Ça veut dire une relation significative. Ça veut dire la connaissance de ce qu'ils sont de chacune des dimensions affectives, sociales, cognitives et même physiques. Moi, je suis en éducation physique, je vous le rappelle. De ces élèves-là. La dynamique du groupe aussi. Sont-ils plus ou moins près de ce que je suis en train de leur montrer? Donc, merci pour cette question. Je pourrais y aller très, très longtemps. J'ai fait un doctorat pendant 8-9 ans. Oui. Peut-être une dernière question, Marie-Alexandre. Il y a un monsieur qui dit que lui est très engagé dans son enseignement à distance, mais ce qu'il déplore, c'est qu'il y a seulement 15 de ses étudiants qui ouvrent leur caméra pendant ses cours. Alors, comment est-ce qu'il pourrait faire pour que les enseignants s'engagent, qu'ils soient responsables et qu'il puisse, lui, aussi jouer son rôle là, de guide et de suivre la progression, la compréhension de ses étudiants et tout ça? Alors, C'est aussi une belle question qui est au cœur de toute relation pédagogique et didactique. Même quand on est en présence, il y en a qui ne nous écoutent pas. Il y en a qui ne sont pas tout à fait là. Et ça, oui, moi, j'ai aussi toujours ce défi-là. C'est souvent, j'enseigne, c'est toujours les mêmes qui me parlent sur le forum, c'est toujours les mêmes qui m'appellent ou qui m'envoient des courriels. Les autres sont souvent dans le confort de leur anonymat. Je ne veux pas dire qu'ils n'apprennent pas, mais ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est peut-être de transformer mon environnement numérique d'apprentissage. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, je vous dirais que j'ai eu de cuisants échecs là-dedans. J'ai déjà fait des équipes sur forum, puis tout le monde était fâché parce qu'il voulait entendre ce que l'autre équipe disait. Puis en tout cas, fait que, il y a à mettre en place des stratégies d'enseignement qui sont un peu plus actives, un peu plus demandantes. Par exemple, des présentations. Mais ça ne veut pas dire que nos étudiants qui ne se manifestent pas n'apprennent pas. Fait que ça, il y a quelque chose, mais c'est un défi, je vous dirais que c'est un défi constant. Plus que, bon, pourquoi est-ce qu'on obligerait, la question aussi à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on oblige, pourquoi les obliger à ouvrir leur caméra? Parce que je veux les voir, parce que je veux les surveiller. Mais si c'est utile pour l'apprentissage, puis s'ils ont à se prononcer sur quelque chose, ça ne sera plus une obligation, ça ne sera plus « je veux ce règlement-là ». Mais c'est un défi. Écoutez, ce n'est pas une recette. La pensée enseignante, c'est aussi une réponse adaptée à chacune des situations. c'est déjà le moment de se quitter, Marie-Alexandre. C'est déjà fini.
Linda, merci. Merci beaucoup. Linda et Ça moi, m'a fait plaisir. je vais vous le dire, on vient de se connaître. C'est pas ce qu'on avait dit. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je vous invite à rester là, tout le monde, parce que la prochaine présentation va avoir lieu dans quelques minutes, le temps de faire la pause virtuelle. Merci beaucoup. Merci, Linda. Merci. Bye bye.